avant de commencer, il faut juste que je précise que le titre de cette vidéo est en fait sacrément racoleur. Parce que c'est pas vraiment à proprement parler les 10 pires films. Déjà, vous avez compris, c'est pas les 10 pires films du tout, hein, c'est les 10 films que moi j'ai le moins aimé de l'année. Mais c'est pas non plus les 10 films que j'ai le moins aimé de l'année. J'ai fait une sorte de compilation entre les films qui m'ont fait juste rien, genre des films bof, des films que donc j'appelle bipolaires, des films qui me font « Waouh, j'adore !» et en même temps « Oh putain, c'est de la merde !» et des films que j'ai vraiment détestés. Donc voilà, j'essaye d'y aller graduellement. Je vais présenter 3 films bof, 3 films bipolaires et 4 films que là j'ai vraiment pour le coup ultra bien détesté à mort. Et donc voilà, ça ira du moins pire au pire. Voilà. Donc c'est parti. Numéro 10, Voyage en Chine. Film de Zoltan Meyer, un mec que je ne connaissais absolument pas, est sorti le 25 mars au cinéma. Avec en rôle principal Yolande Moreau, l'histoire retrace en gros le voyage de Liliane qui part en Chine pour récupérer le corps de son fils mort qui vivait sa vie sur place, loin de sa famille. J'attendais pas grand chose de ce film, j'avais vu la bande-annonce, ça m'avait donné assez envie, et puis j'aime beaucoup Yolande Moreau, et enfin bref, le film avait l'air vraiment sympathique. J'ai failli aller le voir au cinéma, et puis finalement non, je l'ai vu en vidéo. Et c'est pas plus mal. Je me suis vraiment fait chier devant en fait. Ce film c'est pile poil le cliché du film français. Enfin, en tout cas, le genre de film français qu'on voit 50 fois par an et que personnellement j'arrive pas à saquer. Je sais pas si je suis le seul à avoir remarqué ça, mais vous savez, c'est le scénario type où l'on suit un personnage errant sans réel moteur. Qui sait pas quoi faire de sa vie. J'arrive pas du tout à accrocher à ce genre de film. Il y a rien qui me motive, moi, spectateur, à m'identifier à ce genre de personne. C'est un peu le même problème que j'ai avec le néoréalisme. C'est un mouvement italien d'après-guerre qui avait comme particularité de montrer la misère justement après la Seconde Guerre mondiale. Les ruines, les gens pauvres ayant perdu leur famille, et souvent on s'intéresse à des personnages qui ne font que subir tout au long des films. Des personnages qui jamais ne vont prendre leur vie en main. Et personnellement, non seulement ça m'emmerde parce que je m'ennuie profondément, mais ça m'énerve un peu aussi quelque part. J'ai juste envie de donner des claques au personnage et de lui dire de faire quelque chose, juste de bouger son cul. Alors bien sûr, c'est un goût très personnel. Après tout, les films italiens d'après-guerre ne seraient pas passés à la postérité si tout le monde pensait comme moi. Et dans l'absolu, j'irais pas dire que tous les films de ce genre sont mauvais. Mais ce qui me fait particulièrement chier, en tout cas avec Voyage en Chine, c'est que merde, c'est encore le même genre d'histoire que 36 000 autres films français qui sont sortis ces 3 dernières années. Je veux dire, quand c'est pas de la comédie, c'est ça. Je pense à Mammouth, La Loi du Marché qui est sorti cette année, De Rouillé d'Os, il y en a d'autres. Je dis pas, il y en a très bons dans le lot en plus, et je suis conscient que le cinéma français c'est pas que ça non plus, et que c'est bourré de super autres genres de films. Mais bordel, j'ai l'impression que tous les films autorisants ont un personnage errant de ce genre. Et à force, bah, ça devient lourd, quoi. Je veux pas donner l'impression de pester contre le cinéma français. D'ailleurs, ça m'énerve tout autant les gens qui disent que le cinéma français c'est de la merde. Non, juste non. Cette année, on a eu Réalité, Love, Arnaud fait son 2e film, on a eu La Tête Haute aussi. Non, je suis désolé, le cinéma français est plein à craquer de films géniaux. C'est juste que ceux dont on parle le plus sont les comédies de merde, et les films d'auteur un peu chiants qui se ressemblent tous de plus en plus, et sur lesquels justement les gens aiment bien cracher. Et c'est con. Enfin bref, Voyage en Chine, ça m'a fait un peu cet effet, quoi. Une sorte de gros borf. Et au final, je me souviens même plus vraiment du film en détail. Il m'a pas marqué et je me suis fait chier, quoi. Donc Voyage en Chine, je ne le conseille pas. Numéro 9, Une histoire américaine. Ce film m'énerve pour exactement les mêmes raisons que Voyage en Chine. Sauf que lui, c'est quand même un cran au-dessus. Une histoire américaine est un film réalisé par Armel Ostiou. C'est un gars que je connais absolument pas non plus. Voilà. Bon, le film est sorti au cinéma le 11 février et on y retrouve Vincent McCain en rôle principal. Vincent McCain, si le nom ne vous dit rien, sachez quand même que c'est un super acteur. Il a joué dans La Fille du 14 juillet, un film que je conseille à mort d'ailleurs, et il a joué dans La Bataille de Solferino, je crois. Oui, bref, c'est vraiment un chouette acteur. Le film nous parle d'un gars qui, après s'être fait larguer par sa copine, la suit jusque New York pour tenter de la faire changer d'avis. Rien que le pitch m'énerve. Donc déjà, bien sûr, on a encore une fois le cliché du personnage errant, ce que je disais, le mec qui se balade dans un environnement qu'il ne connaît pas et qui sait pas vraiment quoi faire de sa vie, à ceci près que le personnage de ce film est juste totalement détestable.
En fait, faut vous imaginer le gros lourd, mais vraiment, genre, le mec bien lourd qui pense qu'à sa gueule et qui n'a aucune autre idée dans le crâne que de saouler son ex pour qu'elle change d'avis miraculeusement et quitte son nouveau mec pour se remettre avec le connard qu'elle a quitté et qu'elle a en fait bien fait de quitter. Je suis désolé, mais sérieux, je peux pas saquer ce film. C'est pas le fait de mettre en scène un personnage comme ça dans un film qui m'énerve, hein. Je m'en fous de ça, des connards il en faut, et il y en a déjà dans toute une chier de film. Non, ce qui me casse les couilles avec ce film, c'est que le connard, c'est le personnage principal, celui dont le spectateur est obligé de suivre tout au long du film. On n'a pas le choix, et c'est juste insupportable. Non seulement le mec est un connard, mais il n'a aucun charisme. Il n'y a absolument rien, même pas un détail sur lequel on peut se raccrocher pour avoir ne serait-ce qu'un tout petit peu d'empathie envers lui. Là, devant le film, j'ai juste passé mon temps à pester et à dire qu'en fait, bah, toutes les merdes qui lui arrivent, c'est juste bien fait pour sa gueule. Sinon, le film n'est pas foncièrement mauvais, il y a plein de séquences franchement cool, et ça nous offre une vision de New York qu'on n'a pas tous les jours. Un peu à la mode j'irai dormir chez vous. Mais vraiment, ce que j'ai retenu de ce film, bah, c'est le personnage, quoi. Tout le reste, au final, m'a absolument pas marqué. Et c'est con, il y aurait eu moyen de faire un super truc. Je veux dire, l'histoire d'un mec qui traverse l'océan pour essayer de voir son ex, il y a moyen de rendre un truc vraiment cool à l'image. Il y a moyen de faire un truc vraiment puissant. Là, non. Juste non. Le mec, c'est un connard fini qui mérite absolument tout ce qui lui tombe sur la gueule. Et résultat, bah, aucune empathie, aucun engagement, en tout cas pour moi, hein. Et donc, bah, je me suis profondément fait chier. Donc voilà, une histoire américaine, je ne le conseille pas non plus, du tout. Numéro 8, 50 Shades of Grey. Sérieux, je vais en parler. Parce que ouais, ce film est vraiment en top du top des tops de l'osefterie intersidérale. Vraiment. 50 nuances degrés en français, réalisé par Sam Taylor Wood, qui a réalisé auparavant Nowhere Boy, un film sur la formation des Beatles, et qui est, pour la petite anecdote, la mère de l'acteur qui joue Kick-Ass, qui s'appelle Aaron Taylor Johnson, je crois. Oui, c'est lui qui a joué dans Godzilla. Bref, le film est sorti lui aussi en début d'année, le 11 février, avec dans les rôles principaux Jamie Dornan et Dakota Johnson. L'histoire, je pense que vous la connaissez sans même avoir vu le film, sans même avoir lu les livres. Ça parle d'un gars super beau, super riche, qui rencontre une fille super mignonne, un peu timide, et que tous les deux, bah, ils tombent amoureux. Mais en fait, on sait pas trop, parce que le mec, il aime bien le SM, et que du coup, la fille super mignonne, un peu timide, bah, elle se demande pourquoi son amoureux, lui, il aime lui faire du mal. Elle préfère quand il lui fait des cadeaux. Mais en vrai, c'est pas grave, parce qu'ils sont amoureux et qu'elle aime bien ça, un peu, quand même, avoir mal. J'aime pas balancer des vérités dans mes critiques. Je suis pas la science infuse et je suis pas détenteur de la vérité absolue. Mais bordel que ce film est inutile! Vraiment, vraiment, y a rien dedans. Et c'est même pas comme si le film était mauvais, le film est vachement bien réalisé. Il y a de super musique, la photographie est léchée, un peu froide et ultra moderne. Ce qui pour moi va vachement bien en fait avec le monde de Grey, le monde du business, enfin voilà, une grosse entreprise. Mais l'ultime problème, la chose qui va pas, qui plombe absolument totalement de long en large ce film, c'est son absence totale d'enjeu. Tout ce qu'on fait, c'est se balader de scène en scène sans rien qui nous implique dans l'histoire. Je cherche une métaphore. Je sais pas, il y a juste aucun sentiment. Imaginez une machine essayer de composer un morceau de musique. Techniquement, ça peut être parfait. Mais s'il n'y a pas d'émotion dans la musique, si c'est juste une suite de notes un peu aléatoires, arrangées pour que ce soit un minimum mélodieux, bah ça sert juste à rien. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti devant ce film. Comme je l'ai dit, il est pas moche, hein, c'est pas du tout une honte à la technique. Mais l'histoire, vraiment, là, ça suit pas, quoi. Il y en a juste pas. Et je pense que c'est le film devant lequel je me suis le plus fait chier. Vous voyez, il y a des films qui peuvent s'en sortir sans une histoire complexe, des films comme 2001, Stalker, des trucs comme ça ont une énorme part de contemplation, et leurs scénarios sont au final absolument pas compliqués quand on les résume. Mais à la différence que eux ont un minimum d'enjeu. Dans 2001, on veut savoir d'où vient le monolithe, on veut savoir qu'est-ce qu'il y aura une fois arrivé sur Jupiter. Dans Stalker, on veut pas arrêter le film sans savoir une bonne fois pour toutes ce qu'il y a dans la chambre, enfin ce qu'il va y avoir dans la chambre. Pourtant, la majorité du film se déroule sans qu'il se passe rien, et c'est pas grave, c'est contemplatif. Avec 50 Shades of Grey, il n'y a aucun enjeu pour qu'on soit motivé à regarder le film jusqu'au bout. C'est un film inutile. Et non, je ne le conseille pas du tout. Regardez-le une fois pour vous faire votre avis, mais franchement, ça sert à rien d'y retourner. C'est
c'est même pas du masochisme dans le cadre du SM, là, je ne sais pas, c'est... Non, ça sert à rien. Numéro 8, Nos femmes. Là, on rentre dans ce que j'appelle les films bipolaires. Un film bipolaire, pour moi, c'est juste quand je peux pas juste dire que j'ai aimé ou détesté le dit film. C'est les deux à la fois. Par exemple, l'année dernière, Interstellar a été dans ce cas. J'ai adoré la photo, la musique, en tant que musique, le réalisme, mais j'ai totalement détesté des trucs comme le fait que, pour revenir sur la musique, elle se mariait que très rarement avec le montage. Et le rythme, généralement, il était très très mal géré, surtout au début, quand le mec quitte sa famille pour l'espace. Bref, je vais pas faire une critique d'Interstellar, mais voilà, c'est juste pour dire que ici, c'est à peu près la même chose. Alors, ça va être dur d'en parler, je veux surtout pas me lancer sur le débat féministe, hein. Oui, il y a pas mal de choses révoltantes que nous montre le film, mais je pense aussi que les critiques ont très largement exagéré l'affaire. C'est tout ce que je dirais sur la question, j'arrête là, ça a déjà fait assez couler d'encre, et je veux pas que ce soit le propos de ma critique. Nos femmes est un film sorti le 29 avril, réalisé par Richard Berry himself, avec donc Richard Berry, Daniel Auteuil et Thierry Lhermitte en rôles principaux. Et pratiquement les seuls rôles, je crois. S'il y a une femme à un moment, mais je sais plus qui c'est qui joue. En tout cas, c'est les 3 personnages principaux, bref. C'est un huis clos, et vraiment, j'adore, putain de vraiment... Et oui, j'adore les huis clos. En gros, les 3 mecs sont des amis de longue date, ils se racontent tout, se font confiance, bref, c'est l'amitié absolue. Un soir, le personnage de Thierry Lhermitte arrive totalement paniqué à la soirée entre amis qu'ils avaient organisée, et il raconte qu'il a buté sa femme. S'en suivra donc une folle nuit où l'on essaiera de comprendre le pourquoi du comment, et surtout que faire avec le corps. J'ai oublié de dire le plus important, le film est l'adaptation d'une pièce de théâtre. Et c'est justement là tout le problème que j'ai avec. C'est juste du théâtre filmé. Il n'y a pas vraiment de choix de réalisation qui nous fait dire « Tiens, c'est un film que je regarde, pas une pièce de théâtre ». Et je pense que c'est de là que vient tout le problème. C'est ça le fond du problème. Par exemple, ne serait-ce qu'au niveau de l'écriture. Les dialogues ne sont pas du tout réalistes. En plus, ils sont prononcés comme sur les planches, en insistant à fond sur toutes les syllabes, en parlant fort, comme ça. L'humour, il est très peu subtil, c'est du vaudeville, et je suis pas sûr que ça fonctionne dans un film. En tout cas, moi, personnellement, j'ai très peu ri aux blagues. Cela dit, je l'ai classé dans mes films bipolaires parce que je peux pas nier le fait que j'ai aimé des trucs. Et finalement, j'ai pas non plus passé un mauvais moment, même si je l'ai trouvé mauvais comme film. Par exemple, avant de se lancer dans le huis clos, le film s'ouvre sur toute une séquence de présentation des personnages. Et franchement, je l'ai trouvée excellente. Toute la séquence est fluide, le monologue coule de source, il y a des mouvements de caméra vraiment chouettes, tout en machinerie, ça virevolte littéralement dans tous les sens, et ça fait vraiment plaisir à voir. C'est beau. Le son lui aussi est excellent, je pense pas avoir ressenti ça avec un autre film français. Les voix, elles ronronnent, et je sais pas comment expliquer. Vous voyez un peu le type de son super clair et pas du tout naturel qu'on les voit des présentateurs radio? Bah là, c'est un peu la même chose pour tous les dialogues du film. La photo aussi est pas mal, il y a beaucoup de plans faits avec de la machinerie, des grues, des dollies, du steadicam. C'est au final un film qui m'a beaucoup plu au niveau sensoriel en fait, c'est pour ça que je dis c'est un film beau. Mais c'est juste beau en fait, c'est juste beau. Du coup, vous voyez, c'est un peu ce genre de sentiment que j'ai avec ce film. J'ai à la fois aimé beaucoup de choses, mais en même temps détester beaucoup d'autres. Une fois que j'ai mis tout ça dans la balance, je peux pas juste me résoudre à choisir un camp, je peux pas juste dire que j'ai aimé ou détesté, ni même trouver moyen le film. Tous les différents trucs que j'ai pu noter doivent être pris indépendamment les uns des autres. Mais bon, après tout, pour être tout à fait honnête, j'y ai quand même trouvé plus de choses déplaisantes que de choses plaisantes. Sinon, il serait pas dans mes 10 pires films, quand même. Faut pas déconner. Donc voilà, Nos femmes... Il est intéressant. Non. Voilà, je ne sais pas, je ne peux pas prononcer. Oui, il est intéressant pour certains trucs, mais oui, je le conseillerais pour certains trucs, mais il suffit que je pense à d'autres trucs du film pour que je dise non, je le conseille pas. Et si je fais du ping-pong comme ça, non, oui, je ne peux pas me prononcer. C'est ça le principe d'un film bipolaire pour moi, et c'est chiant. C'est chiant pour s'expliquer. Bref, la suite. Numéro 6. Star Wars The Force Awakens. Oui, j'ai placé Star Wars dans ma vidéo des 10 pires films de l'année. Oui, je l'ai fait.
Mais je vais m'expliquer. Bon. Le cas Star Wars. Je vous avertis, je vais spoiler. Je sais, le scénario du film a été à mort gardé secret, mais à un moment donné, si je veux en parler, va bien falloir que j'en parle. Donc si vous voulez passer cette critique, je vous invite à cliquer là. Ouais. C'est bon? Star Wars donc est réalisé... The Force Awakens, le réveil de la Force en français, est réalisé par J.J. Abrams, sorti le 16 décembre avec notamment Adam Driver dans le rôle du méchant, un acteur que j'avais vu la même année dans While We're Young, et que j'avais adoré. Quand je suis sorti de la salle, j'ai mis vraiment longtemps avant de savoir si j'avais aimé ou pas. J'étais overhypé de la mort jusqu'à être dans la salle, et finalement le film ne m'a ni déçu ni époustouflé. Je suis ressorti du cinéma avec un grand sourire aux lèvres. Mais finalement, je pense qu'il m'a un peu déçu quand même. Plus le temps passe et plus je me dis que c'est de la merde en fait. J'ai ressenti quelque chose de vraiment bizarre à la fin du film. Au final, ce qui le définirait le mieux selon moi, c'est que c'est un fan film. C'est un film fait par un gars qui adore l'univers et qui veut le respecter à mort, mais il manque vraiment le côté grandiose de ce qui fait un Star Wars. Comment expliquer? La chose pour laquelle j'ai le plus de mal à me prononcer, c'est le méchant. Je crois, et je suis pas encore sûr, que je déteste ce méchant. Il a comme point fort qu'il casse direct avec l'image du grand méchant masqué qui était Vader. On n'attend même pas la moitié du film pour qu'il enlève son masque, et en fait on se rend compte que c'est un gamin en pleine crise d'ado. Et ça, quelque part, c'est vachement bien. On casse le mythe, on se retrouve totalement déstabilisé face à quelque chose qu'on n'avait pas anticipé. Ouais, c'était une bonne idée. Mais... je suis vraiment pas sûr que ce soit le type de méchant que j'ai envie de voir dans un Star Wars. Une fois qu'on sait qui se cache sous le masque, j'ai l'impression, en tout cas moi, je n'ai ressenti plus aucune menace. Le gars, c'est juste un pleurnichard, quoi. C'est un Anakin Skywalker de la prélogie, il maîtrise même pas la force à fond. C'est vachement bien parce que c'est neuf, mais c'est pas grandiose. La première trilogie arrivait à faire un film tout public avec des personnages majoritairement adultes, pardon. Et on avait vraiment ce sentiment qu'avec Vader, l'étoile noire, l'Empire, c'était toute la galaxie qui était menacée. Là, c'est pas du tout ce que j'ai ressenti. Les personnages les plus importants sont tous des gamins, et on nous montre direct que c'est une histoire de famille totalement foirée. Je trouve que les enjeux n'ont absolument pas eu le temps de prendre assez d'ampleur dans le récit. Je veux dire, quand la base Starkiller active son rayon pour la première fois, j'en avais totalement rien à foutre en fait. J'ai mis 10 minutes à tilter que en fait, c'était Coruscant et d'autres planètes super importantes qui étaient détruites. Et bordel, Coruscant, c'est la planète principale de la prélogie, on est censé la voir un peu plus que ça. Il y a quelque chose dans le rythme qui fait qu'on s'implique pas à fond, voire pas du tout. Ça, plus le fait que le scénario soit véritablement un copier-coller de l'épisode 4, et je parle même pas du fanservice, il y a des trucs fanservice qui font plaisir. Moi, je parle vraiment de la structure du scénario, le fait qu'on démarre avec un droïde perdu qui doit donner des plans à la rébellion, la cantina, le raid sur la base Starkiller comme 30 ans avant sur l'étoile noire. C'est vraiment un écho presque parfait au Nouvel Espoir. Et c'est triste. Même la prélogie avait réussi, malgré tout ce que les gens peuvent en dire, à mettre en scène des histoires totalement différentes. Lucas a peut-être fait de la merde, mais au moins il y avait une véritable prise de risque. Après, faut que j'équilibre mon propos. J'ai adoré le film, mais ça parce que je suis un fan de Star Wars et je bouffe n'importe quelle nouvelle histoire de cet univers, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et ça n'a pas non plus été une déception, et c'est pour ça que c'est vraiment compliqué pour moi de formuler mon ressenti vis-à-vis de ce film. Je pense que je l'ai plus aimé que pas aimé. Mais j'attends la suite, et c'est un problème. Le film ne suffit pas à lui-même. Et dernière chose vite fait, quand je parlais d'un truc au niveau du rythme qui n'allait pas, en fait, j'ai l'impression qu'il manque un épisode juste avant le 7. On redémarre une nouvelle trilogie et on veut la rendre accessible à tous, même à ceux qui n'ont jamais vu de Star Wars. Et c'est louable, hein. Mais même avec le texte d'ouverture, j'ai pas réussi à raccrocher les wagons entre l'épisode 6 et celui-ci. J'arrive pas à comprendre comment on en est arrivé là dans l'histoire. Et ça, pour moi, c'est un gros problème. Quelles sont les factions? Je veux dire, il y a une nouvelle république, mais ils se cachent encore comme des rebelles. Pourquoi c'est bizarre entre Han et Leia? Ils ont perdu leur gosse, ok, mais pourquoi ils sont plus ensemble? Pourquoi le premier ordre est aussi bien fourni en matériel? Si c'est les nouveaux rebelles, ils sont pas censés être hors la loi. Il manque vraiment un énorme wagon pour que je puisse comprendre comment on est passé du 6 au 7. Et ça, c'est très mal, je trouve. Le cycle de Thrawn, dans l'univers étendu, était tellement plus cohérent que le scénario de ce film. Bref,
Mon âme de fanboy de Star Wars ne demande qu'à adorer ce film, mais il y a un truc qui pour le moment m'en empêche. Et puis je suis triste de ne jamais pouvoir voir à l'écran Mara Jade, Thrawn, les enfants de Solo, les Yuuzhan Vong, la Nouvelle République, la résurrection de l'Empereur, le retour de Boba Fett. Il y avait vraiment de quoi faire des trucs géniaux avec la mythologie que proposait l'univers étendu. Là, on a juste une version 2.0 d'un nouvel espoir. Et je trouve ça triste. J'ai grandi avec Star Wars, mais j'ai pas grandi avec les films en fait. J'ai beaucoup plus grandi avec l'univers étendu. J'ai une collection énorme de BD de Star Wars là à côté de moi. J'ai lu quelques bouquins, voilà. Moi, ce qui a fait mon enfance, c'est l'univers étendu de Star Wars. Et je trouve ça triste de voir qu'il y a des trucs beaucoup plus diversifiés dans l'univers étendu que dans ce film. Comme je le dis, ce film, c'est l'épisode 4 en plus moderne. Et c'est pas ça pour moi Star Wars. Pour moi, Star Wars, c'est pas forcément de l'aventure, c'est pas forcément des histoires politiques, c'est pas forcément de l'action. Ça peut être tout et n'importe quoi Star Wars, comme l'univers étendu me l'a montré. Et j'attendais ça de ce film en fait. J'attendais un truc totalement nouveau. Et non. C'est toujours la même chose. C'est le gros point fort de la prélogie, comme je disais, c'est que chaque épisode déjà se suffisait à lui-même, on pouvait regarder chaque épisode sans attendre forcément la suite, et chaque épisode n'était pas juste une refonte d'un épisode précédent, c'était vraiment un truc totalement nouveau à chaque fois, l'histoire suivait son cours. Là c'est pas le cas, encore une fois, c'est une répétition de l'épisode 4, et c'est ça qui me déçoit énormément avec ce Star Wars. C'est pas ça pour moi, Star Wars. Putain, c'est triste. Numéro 5, Jurassic World. Bon, là, par contre, clairement, c'est un film que j'ai largement plus détesté que j'ai aimé. Je l'ai pas revu depuis sa sortie au cinéma, et je vais peut-être oublier des éléments, mais c'est pas plus mal, comme ça je vais pouvoir m'attarder vraiment sur les trucs que j'ai retenus, les trucs qui m'ont marqué. Réalisé par Colin Trevorrow, sorti le 10 juin, avec bien sûr Chris Pratt, qu'on ne présente plus, Bryce Dallas Howard, celle qui court en talons, et Omar Sy, que en fait, on s'en fout. L'histoire se passe quelque chose comme 20 ans après le premier Jurassic Park. Le parc a été renommé Jurassic World et a ouvert ses portes une bonne fois pour toutes. Tout le monde est content, mais un nouveau dinosaure va foutre le bordel et tout le monde va très vite devenir un peu moins content en fait. Pour dire la vérité, je le sentais mal dès la première bande-annonce. J'ai totalement détesté toute la promo qui a été faite autour du film. Sérieux, ça jouait que sur le fanservice, rien d'autre. Alors là, je me disais, soit c'est les marketeurs qui ne font que de la merde, et qui veulent jouer à mort sur le côté nostalgique pour vendre le film, soit c'est le film lui-même qui est comme ça, et là c'est vraiment la merde. Et oui. Devinez quoi, c'était bien le film qui était comme ça. C'est tellement bourré à ras-bord de fanservice, c'en est devenu écœurant dès le début pour moi. Il y a vraiment des scènes copiées-collées du Jurassic Park, et d'ailleurs c'était un peu le cas avec Star Wars, mais je trouve que là c'est encore plus mal dosé. Attention, là je parle des scènes fanservice, hein, pas de la structure globale du scénario. Par exemple, la scène avec la boule de verre, les deux enfants principaux, les Gallimimus qui courent, ça dure jamais plus de quelques secondes ce genre de plan, mais bordel, le film est tellement bourré de clins d'œil comme ça. Perso, ça m'a vraiment énervé à un moment, j'en pouvais plus, je voulais juste, arrêter, c'est bon, on a compris. Et putain, qu'est-ce que c'est mal écrit. Enfin, non, je vais pas dire mal écrit, je vais plutôt dire que c'est du gros foutage de gueule. Je suis désolé si des gens l'ont aimé, ça m'a révolté. Vraiment, rien que tout ce qui concerne le nouveau dinosaure, sa pseudo-intelligence, le fait qu'il a un peu d'ADN de Raptor, alors direct il peut parler avec. Il savait que le truc qu'on lui a mis sous la peau, c'était un traceur GPS. Il peut se camoufler parce qu'il a de l'ADN de crapaud dans lui. Je veux dire, ok, le postulat du film, c'est que si t'arrives à manipuler l'ADN, tu peux faire à peu près tout ce que tu veux. Et ça, il n'y a aucun problème. Je l'accepte et je suspends mon incrédulité là-dessus. Mais bordel, ils sont pas au courant d'un quart des capacités du dino. Je veux dire, merde, à un moment, c'est des choses qui se contrôlent. Et t'arrives pas à un résultat comme ça par pur hasard.
il y a aussi les méchants du film qui veulent utiliser les raptors comme armes. Mais déjà, bande de cons, pourquoi vous faites pas ça avec, je sais pas moi, des tigres, des lions, des trucs qui existent depuis longtemps? Ah, pourquoi faut vraiment que ce soit un dinosaure, un truc qui a coûté des millions à fabriquer? Et pourquoi pas aller jusqu'au bout de ton idée? T'as un dinosaure géant, meurtrier, qui peut être façonné selon tes désirs grâce à la génétique. Alors, pourquoi tu te fais chier à attendre que des petits raptors de merde soient apprivoisés? Puis merde, c'est quoi cette scène de fin avec le raptor et le T-Rex, sérieux? Vous allez vous faire un clin d'œil, c'est ça? Vous allez boire un verre au bar pour fêter la victoire? Franchement, on est toujours dans l'univers de Jurassic Park, là, ou on est dans l'âge de glace? Non, sérieux, je hais ce film de tout mon être. Et pourtant, je l'ai quand même un peu aimé. Ça ne veut rien dire, ce que je viens de dire. Pourquoi? Mais je sais pas pourquoi, j'ai un petit peu aimé. Il y a eu un truc, je sais pas, peut-être le fanservice qui a fonctionné malgré tout sur moi. Il y a aussi des scènes qui sont pas mal du tout. Je veux dire, l'attaque des ptérodactyles, toute la découverte du parc, au début, c'est une sorte de rêve d'enfant qui se réalise. Mais sinon, pour ce qui est du reste, je peux vraiment pas saquer ce film. Je le hais. Je veux le voir brûler, je ne veux plus en entendre parler. Numéro 4, Inherent Vice. Allez, là on passe une tape et on arrive à mes films détestés, vraiment profondément, en tout point, sans aucune nuance. Inherent Vice est sorti le 4 mars avec Joaquin Phoenix en rôle principal. Le film est réalisé par Paul Thomas Anderson, celui qui avait fait l'excellent Punch Drunk Love, que tout le monde sur Terre devrait avoir vu au moins une fois dans sa vie. On nous raconte l'histoire d'un gars qui enquête sur quelque chose. Voilà. Je pourrais lire le synopsis, mais ce serait tricher, parce que c'est absolument tout ce que j'ai compris du film. Pas grand-chose. En plus, j'allais au cinéma le voir super confiant. La bande-annonce m'avait fait rire, j'adore Joaquin Phoenix, la photographie avait l'air excellente, l'ambiance, tout ça. Bah, devinez quoi? Ce film, c'est de la merde, et les gens ont bien aimé, putain! Oh, non, plus sérieusement, vous avez le droit d'aimer ce que vous voulez, hein, je l'ai assez répété dans mes vidéos comme ça. C'est pas la question. Mais je dois avouer que j'ai pas compris pourquoi autant de hype autour de ce film. Trop de personnages, pas assez de temps, on comprend rien à ce qui se passe, où va notre héros, quel est son but? Des enjeux, il y a bien l'air d'y en avoir, hein, mais si on n'arrive pas à les comprendre, si on est largué dès les premières minutes de film, comment on fait, merde? Et c'est ça le problème que j'ai eu ici, on nous largue dès le début. Le réal fait son petit film dans son coin, mais moi, perso, j'y ai rien compris. Et bon, faudrait que je le revoie, je suis d'accord, mais franchement, j'ai pas envie. J'ai même pas l'impression d'être passé à côté de quelque chose que j'aurais pu comprendre. J'ai l'impression que le récit lui-même en avait rien à foutre que je le comprenne ou pas. Le personnage principal est totalement antipathique, sans aucun charisme, ce qui n'aide pas du tout à l'attachement qu'on est censé éprouver pour lui. La photo est sympathique, mais elle cassait pas non plus 3 pattes à un canard. Même si je dois quand même avouer que c'est le genre de photographie que j'adore. Toute crade, avec un grain de malade. Mais au final, la seule chose à laquelle j'aurais pu me raccrocher pour rester dans le film jusqu'au bout, c'est l'humour. Mais là encore, j'ai trouvé que c'était totalement mal foutu. Je veux dire, les seules vraies blagues du film étaient déjà toutes réunies dans le trailer. À un moment donné, tu fais pas une bande-annonce portée sur l'humour si ton film c'est pas une comédie. J'ai plus eu l'impression qu'on m'avait menti sur la marchandise qu'autre chose, et ça aussi ça a participé au fait que j'ai pas aimé ce film. Du tout. Au bout d'un moment, j'ai commencé à bien me faire chier, et plus le temps passait, plus je me suis énervé tout seul contre le film en me répétant que c'était de la merde et que je perdais mon temps. Surtout que putain, le film dure une plombe. J'ai comme principe de base de ne jamais arrêter un film avant la fin, à moins que ce soit vraiment insupportable. Il peut toujours y avoir un truc qui rattrape le tout, et même parfois une sensation désagréable peut être voulue et se montrer justifiée plus tard dans le film. Mais là, non. Non. Y a rien. Je suis sorti de la salle de cinéma furax à l'idée d'avoir payé 7 € et sacrifié 2h30 de ma vie pour voir ça. Et finalement, j'aimerais bien savoir ce qui a tellement plu à ceux qui l'ont aimé, vraiment. Donc bref, Inherent Vice. Non, juste non, arrêtez. Numéro 3, Projet Almanach. Ok, là on entre vraiment dans la bonne grosse chiasse. Ouh. Ce film, je sais pas ce qui est passé par la tête du réal ou des producteurs. Je sais pas comment ils ont pu se dire « Ouais, on va faire ça, les gens vont nous prendre au sérieux !» Non, parce que c'est même plus une question de faire de la merde pour du pognon.
Là, c'est direct une question de crédibilité et de dignité. Bon, le film, réalisé par Dean Israelite, sorti le 25 février, avec des acteurs dont on se fout royalement, on s'intéresse à des jeunes qui inventent une machine à voyager dans le temps et qui font de la merde, le tout filmé en putain de found footage de mes couilles de merde, sa merde la pute. Désolé, fallait que ça sorte. J'en avais vite fait parler dans je sais plus quelle chronique. Si, le Scope 5 sur les super-héros. Ouais, oui, c'est quand je parlais de Chronicle et du coup je parlais du found footage. Je me souviens. Et oui, donc ce film, c'est un exemple concret, je dirais même exhaustif, de toutes les conneries à ne pas faire quand on veut faire un found footage. Donc found footage, hein, vous savez maintenant, c'est un film réalisé à l'aide de caméras intradiégétiques, donc à l'intérieur de l'histoire, et souvent manipulé par les personnages eux-mêmes. Projet Blair Witch, Cloverfield, Chronicle, tout ça. Et c'est très compliqué à mettre en œuvre, hein. Il faut que ce soit crédible au niveau de l'image, il faut que la qualité soit pourrie, mais sans pour autant que ce soit à se crever les yeux. Faut parfois former les acteurs à la manipulation de caméra, faut s'assurer des mouvements pour pas que la technique n'apparaisse à l'écran, pour pas que la technique n'apparaisse dans le cadre, comme les perches ou les éclairages, bref, sérieusement c'est vachement compliqué de faire un bon found footage crédible, suffit pas de prendre la première caméra venue et d'y aller à la chie-dedans comme ça. Mais alors celui-là, putain, il est tellement raté, on dirait que c'est les techniciens eux-mêmes qui ont fait exprès de faire de la merde. On a des plans dans des miroirs où c'est pas raccord. Exemple, le mec se filme dans le miroir, tourne sa caméra vers la droite. Son reflet devrait aussi tourner vers la droite, puisque miroir. Mais non, il tourne dans l'autre sens. Et ça n'a aucun putain de sens, avec un jeu de mots magnifique. les effets spéciaux sont merdiques, on a des incrustations fenêtres et miroirs dégueulasses. Vous savez, c'est quand on met un fond vert, par exemple, sur une fenêtre, pour éviter d'avoir à placer tout le décor et les acteurs de l'autre côté. On les rajoute en post-prod, ça va plus vite, et bref. Là, même ces trucages de base sont tellement foirés que ça m'a choqué à mort. Sans parler du bordel que c'est leur timeline, sérieux. Quand tu fais un film sur les voyages temporels, tu t'assures un minimum de garder une certaine cohérence, non ? Même Back to the Future, qui lui est bourré d'incohérences, fonctionne parce qu'elles sont minimes, ou en tout cas elles sont pas importantes pour la compréhension du film et le maintien de sa cohésion, on va dire. Ici, c'est juste n'importe quoi, rien n'a de sens. Mais bon, d'un autre côté, c'est compréhensible, c'est un teen movie, et les teen movies, c'est pour les gamins, donc c'est forcément de la merde. Enfin, en tout cas, on peut se permettre de faire de la merde superficielle, non ? Bah non, je suis pas d'accord, c'est pas parce que le film est destiné aux ados prépubères que c'est pas grave de leur servir de la merde. Au contraire d'ailleurs, bordel, c'est à cet âge qu'on se forge ses goûts, putain, j'ai pas envie de voir toute une génération abreuver à ça. Voilà, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus quand même. Faut arrêter de payer son ticket pour ce genre de truc, faut arrêter d'acheter ces merdes en DVD. Et si vous voulez absolument regarder ces films, pour vous faire un avis, ce qui est totalement louable, il y a tout un tas de moyens de le faire sans mettre de l'argent dans leur poche. Faut pas vous en faire, les techniciens, le réalisateur, les scénaristes, tout ce monde-là n'a pas besoin que le film marche pour être payé, s'ils sont déjà payés avant. Par contre, quand une boîte de prod se rend compte qu'elle ne rentre plus dans ses frais avec les films qu'elle produit, elle change sa recette, et c'est justement ce pourquoi je milite. Une consommation réfléchie du cinéma pour montrer aux gens qui font des films qu'il y en a certains qu'on veut pas voir, que ces boîtes de prod arrêtent de prendre leur public pour des cons, tout simplement. Bref, projet Almanach, non, de la merde, que de la merde, avec une petite couche de merde par-dessus pour donner un petit goût de merde. Mais il y a pire. Numéro 2, The Cockville Miracle. The Cockville Miracle. The Cockville Miracle. The Cockville Miracle. Comment dire ? Mon Dieu. Je crois que c'est ce qui résume au mieux ce film. Il n'est pas sorti en France, il est sorti le 5 juin aux États-Unis, et je sais même pas s'il est sorti en salle ou directement en vidéo. Il a été réalisé par un certain Christensen, et putain, même son nom annonce la couleur. Et il suffit de jeter un œil sur sa filmographie pour se rendre compte que ce mec, c'est un évangéliste de malade. Je vais pas être insultant vis-à-vis des croyants. Je juge pas les personnes, seulement les idées et les actions de certaines personnes. Donc si vous croyez en Dieu, peu importe la religion, ne vous sentez pas insulté, hein, c'est pas la question. Après tout, chacun croit en ce qu'il veut. Mais ce film... Sérieux, ce film, c'est juste de la grosse propagande évangéliste. C'est
horriblement détestable. On s'intéresse à une prise d'otage qui a eu lieu dans une école primaire en 86 aux États-Unis, et notamment au fait que des gens faisant preuve d'un intégrisme fou et très peu d'esprit critique ne comprennent toujours pas comment toute l'école a pu survivre à l'événement. Les 2 preneurs d'otages avaient avec eux une bombe qui a fini par exploser avec beaucoup de monde autour, et seuls les 2 méchants sont morts. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Je suis personnellement athée agnostique. Non pas que cette info soit capitale, on s'en branle, hein. Mais c'est juste histoire que vous compreniez que ce genre de production a tendance à m'hérisser facilement le poil. J'y peux rien. C'est comme devant une vidéo du Front National. Là, je parle d'un film catho-intégriste, on est d'accord. Cela dit, j'ai rien contre les films à tendance religieuse. Cette année, il y a eu par exemple Noble, un film sur une nana pensant être guidée par Dieu et voulant ouvrir des refuges pour les enfants abandonnés au Vietnam. Et il était très bien ce film. Mais la religion était assez secondaire et le spectateur n'était pas obligé de croire en Dieu pour apprécier l'histoire. Ici, clairement, le message du film, c'est pratiquement 10 mots pour mot, comme ça en plus, c'est Dieu existe, il a sauvé tout le monde, et si t'y crois pas, t'es qu'un connard sans cœur, sans aucun respect, et qui mérite de brûler sur le bûcher. C'est exagéré, mais c'est ça, tout est fait pour aller dans le sens de cette thèse, et rien ne permet d'apporter des contre-arguments. C'est un peu le principe de la propagande, non? Le seul personnage qui émet des doutes quant à tout ce tintouin, c'est le flic qui mène l'enquête. Mais il fait tellement de mal autour de lui avec ses explications rationnelles, qu'il abandonne très vite son point de vue hérétique et se range auprès de sa communauté pour aller prier à la fin du film. Et le pire, c'est que tout ça est tiré de faits réels. Il y a vraiment eu une prise d'otage, il y a vraiment des gens qui croient ce qui est dit dans le film. D'ailleurs, la prise d'otage, elle est mise en scène dans le film pratiquement comme elle s'est déroulée dans la réalité. Et ça, il n'y a pas de problème, c'est vachement bien. Non, c'est pas bien. Mais bon, bref. La prise d'otage occupe peut-être le premier tiers de l'histoire, et le reste ne consiste qu'à montrer à quel point les scientifiques qui font leur enquête sur les événements ne peuvent pas expliquer comment ce miracle a pu se produire. Alors que c'est faux. C'est totalement faux. On sait très bien pourquoi tout le monde est vivant. On sait que l'un des preneurs d'otages était assis sur la bombe au moment de l'explosion et que du coup ça a étouffé un petit peu la déflagration. On sait que les fenêtres étaient ouvertes et qu'ils ont pu s'échapper par là et que du coup ça a aussi encore étouffé la déflagration. On sait que le 2e preneur d'otages s'est suicidé bien après l'explosion. On sait tout ça, c'est pas un secret. Et c'est pas une manipulation. Mais bon, quand on veut faire un film de propagande, c'est très facile. Et il pousse le bouchon jusqu'à mettre des interviews des vrais enfants qui étaient présents à l'époque dans l'école et qui passent leur temps à dire que c'est grâce aux anges et à Dieu qui sont là et que du coup c'est important pour eux de prier et d'inculquer ça aux enfants. Non! Fermez vos gueules! Ce qui m'énerve dans tout ça, c'est pas la religion en fait. C'est la manipulation du spectateur et la déformation des faits pour coller à une thèse qui n'a aucun putain de sens. On est totalement dans le domaine des vidéos complotistes qu'on trouve en masse sur internet, sauf que là, on a des anges à la place. Je vous invite vraiment à regarder ce film, si vous faites preuve d'un minimum d'esprit critique, vous allez halluciner. Et encore une fois, pour que ce soit clair, tout le monde a le droit de croire en ce qu'il veut. C'est pas ça que je juge. Ce que je juge, moi, c'est ce connard de témoin de Jéhovah qui met le pied dans la porte pour t'obliger à l'écouter parler de Dieu. Pardon, vraiment pardon du fond du cœur si j'en ai offensé certains, mais vraiment non quoi. Ce film est une merde cosmique. Numéro 1. Terminator Genesis. Ouais, non, là je vais pas me faire que des amis. Je suis sincèrement désolé. Mais je hais ce film. C'est vraiment pour moi mon plus gros what the fuck de l'année. Je comprends pas comment, dans quel univers on peut faire un film comme ça et pas avoir honte de le sortir sur les écrans du monde entier. C'est comme avec Projet Almanac. Mais sauf que là, bizarrement, c'est un blockbuster énorme. Edgar Wright a eu au moins la bonne idée de se barrer du projet quand ça commençait à puer du cul pour Ant-Man. Cela dit, Edgar Wright dépense sûrement beaucoup moins d'une grosse major pour trouver du job que le réalisateur de ce film. Mais c'est pas une raison. Je suis désolé, je vais pas pouvoir me retenir de cracher ma haine contre ce Terminator. C'est du foutage de gueule complet entre les incohérences, les effets spéciaux de merde, le scénario sans queue ni tête qui chie dans la bouche de tous les autres films de la saga. Putain! Il est sorti au Cinoche le 1er juillet, a été réalisé par Alan Taylor, le mec qui a pondu Thor 2, avec bien évidemment Schwarzy, mais aussi Emilia Clarke, Jason Clarke et Jay Courtney. Je peux pas parler de ce film respectueusement. Je peux pas comprendre les gens qui ont aimé cette infâme merde. C'est ça que les gens veulent? Sérieusement? Ça qu'ils veulent voir au cinéma? C'est un reboot qui s'assume même pas comme un reboot. C'est une sorte de mutant entre la suite, le préquel et le reboot. Je veux dire,
Si ça avait été un véritable reboot, il y aurait plus Schwarzy, il n'y aurait pas eu toutes ces références au premier film, notamment la reconstitution de la scène où le méchant de Schwarzy veut prendre des fringues des pauvres petits punks au début, ou bien le T-1000, sorti complètement nulle part. Mais je crois voir clair dans le jeu de ce film. En tout cas, je pense. C'était déjà présent dans toutes les suites de la franchise, mais à des degrés quand même bien moindres. Ce film troque absolument toute cohérence scénaristique et toute inventivité pour pondre un truc qui fan service à mort. Et j'ai l'impression que c'est le mot d'ordre de tous les gros blockbusters que j'ai classés parmi mes pires films en fait. Entre Star Wars, Jurassic World, Terminator, c'est toujours la même chose. On n'ose plus faire du neuf. On tente par-ci par-là de changer 2-3 trucs pour coller à une nouvelle génération. Mais jamais plus on tente d'écrire un truc qui sort totalement des clous de la franchise de base. Et c'est con, c'est relou, c'est énervant, putain. Les gens veulent vraiment un film bourré à mort de fanservice ? Je vais vous dire, le jour où je verrai un film Terminator sans qu'un connard prononce la phrase « I'll be back », là je serai content. Là j'aurais vu un vrai nouveau Terminator. Mais ma haine envers ce film ne se résume pas qu'à ça. On a un manque évident de rythme, l'humour n'est pas drôle, on sent constamment que les scénaristes ne savaient pas comment justifier toutes les conneries qu'ils écrivaient. Je veux dire, suffit d'écouter Terminator donner toutes les 5 minutes des explications foireuses sur la partie scientifique du film. Bordel, même en interview, le réal admis que lui-même ne bitait rien à son scénar. Les effets spéciaux sont sérieusement tous horribles. On croirait voir une série télé. Je veux pas rager contre des images de synthèse mal branlées, ça arrive. Mais quand tu bases ton film d'action à gros budget, pratiquement entièrement sur un type de trucage, que ce soit numérique ou physique, hein, d'accord, tu fais en sorte que ce soit un minimum crédible. Là, ça l'est pas une seconde. J'imagine juste le gros Roger bourré du bar arriver sur sa tablette graphique et faire de la merde. Non, non. Je veux dire, regardez la cicatrice de John Connor, c'est dégueulasse. Bon, c'est des films corporate, c'est des grosses boîtes de prod et elles font ce qu'elles veulent. Et si elles veulent faire de la merde, c'est leur problème. Mais c'est le fait que ça fasse autant d'entrées qui me fait peur. C'est le fait que les vrais petits films novateurs passent inaperçus. Le fait aussi que, quelque part, mes franchises préférées, celles avec lesquelles j'ai grandi, soient entachées comme ça. Qu'on leur chie dessus comme ça. C'est un peu tout ça qui me fait chier. Donc voilà, Terminator Genisys va bien te faire foutre. C'est terminé pour mes 10 pires films de l'année. N'hésitez pas à laisser un petit... Enfin, mes 10 pires films de l'année, on est d'accord. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et surtout votre propre top dans les commentaires. Nous, on se retrouve de suite pour la deuxième partie nommée 10 genres, 10 films à voir.